Bonjour à tous. Je vais succéder à Gwenaëlle qui nous a offert une magnifique illustration du principe d'incorporation. Nous sommes ce que nous mangeons. Nous allons voir maintenant comment on peut amener l'enfant à manger ce qu'il mange et donc générer le plaisir de manger. Donc on va faire un saut dans le temps et aussi dans les approches, mais j'espère qu'on va réussir à retomber sur nos pieds. Je voulais remercier aussi les organisateurs de m'avoir invité, donc notamment l'Institut Danone pour son invitation aujourd'hui et puis l'Institut Danone International pour la remise de son prix de recherche. Donc pour faire la transition entre l'enfant d'hier et l'enfant d'aujourd'hui, j'ai essayé de réfléchir finalement à quelles caractéristiques l'enfant d'aujourd'hui présente-t-il. Donc cet enfant, il est désiré, il est attendu, il est accueilli avec toute une économie qui gravite autour de ces phénomènes. Et de la même manière, les parents d'aujourd'hui disposent d'un certain nombre de connaissances qui leur permettent de se préparer à l'accouchement, à l'arrivée de l'enfant, et aussi à la parentalité, et aussi ils se mettent en scène volontiers dans l'accueil de leur enfant. Et donc là, pour cet aspect, je ne sais pas si on peut disposer de traces fossiles qui peuvent nous renseigner sur cette mise en scène de l'arrivée de l'enfant, mais ce serait peut-être intéressant de comparer ces points de vue. Alors quant à l'environnement alimentaire, entre hier et aujourd'hui, bon évidemment les différences potentielles entre ces environnements sont extrêmement nombreuses, donc je ne vais pas toutes les citer. Moi j'y lis deux paradoxes en fait. Le premier paradoxe, c'est l'omniprésence de produits hyper marketés, très faciles à consommer dans notre univers alimentaire, qui est superposé à l'omniprésence des messages de santé publique, nous amenant à vouloir consommer des produits les plus sains possibles. Et le deuxième paradoxe qui découle de ce premier, c'est finalement qu'il n'a jamais été aussi simple de manger, aussi bien d'un point de vue qualitatif que quantitatif. Quelques clics de souris permettent maintenant de se faire livrer un repas sans se déplacer. En même temps, il n'a jamais été aussi compliqué de faire des choix alimentaires qui soient adaptés ou qui semblent adaptatifs dans cet univers de choix extrêmes. D'où aussi le développement d'un certain nombre de régimes particuliers qui peuvent être liés à différents courants de pensée. Donc un univers paradoxal. Pourtant, les fonctions de l'alimentation sont probablement les mêmes dans cet univers entre hier et aujourd'hui. Moi, j'y lis 4 fonctions. Donc une fonction nutritionnelle de base, bien sûr, qui va nous permettre de couvrir les besoins nutritionnels nécessaires à l'accomplissement de nos fonctions physiologiques. Une fonction de plaisir, puisque manger sert aussi à se faire plaisir, ce qui permet de répondre à des besoins émotionnels. Une fonction liée à la socialisation, à l'accompagnement dans le groupe social, et encore dans une société aussi évoluée que la nôtre, où on peut manger de toutes les manières possibles, on constate que l'alimentation reste un élément fédérateur et différentes célébrations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles ou autres, s'accompagnent fréquemment, toujours, du partage d'aliments. Espérons que ça puisse le rester. Et enfin, l'alimentation joue aussi un rôle dans la définition des identités individuelles, donc comme je l'ai cité précédemment. Donc dans ce contexte, il nous intéresse de comprendre comment le comportement alimentaire de l'enfant se construit pour répondre à ses différents besoins. Et aussi, on va le lire en lien avec le contexte beaucoup plus actuel qui concerne la programmation métabolique, donc avec cette notion que pendant les 1000 premiers jours de la vie, donc de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans, on a une fenêtre de sensibilité particulière de l'organisme aux effets de son environnement, notamment aux effets nutritionnels, qui va peut-être amener à un certain état ultérieur, et ce qui se traduit sous le terme de concept de DOAD, ou origine développementale de la santé et des maladies, donc qui proviendrait en particulier donc, de ces événements de vie précoces. Donc, dans ce contexte-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre la programmation du comportement alimentaire de l'enfant, comment cela se met en place. Et donc, de ce point de vue-là, une première lecture peut être de s'intéresser au mode d'alimentation de l'enfant, en fait. Donc, ce mode d'alimentation, il est ombilical pendant la période de grossesse, puis oral à partir de la naissance, jusqu'à la période de diversification alimentaire, où la fonction orale s'enrichit, se développe et sollicite finalement différents muscles, avant que l'enfant rejoigne la table familiale. Donc là, j'ai noté autour de 2 ans pour rester dans la période des 1000 jours, mais très probablement, de nombreuses enquêtes montrent que c'est probablement un peu antérieur à cette période chez l'enfant d'aujourd'hui. Suite à cette période se développe ce qu'on appelle la néophobie alimentaire, ou le refus des aliments nouveaux, et qui peut amener l'enfant également à refuser des aliments qu'il acceptait précédemment, donc avec une superposition de ce phénomène, avec une phase de restriction du répertoire alimentaire,
qu'on a observé en enregistrant des choix alimentaires d'enfants dans un dispositif de crèche. Et donc en suivant ces mêmes enfants pendant plus de 110 repas, on s'aperçoit que leur répertoire devient moins varié entre 2 ans et 2 ans et demi avant de se stabiliser. Donc ce qui correspond peut-être probablement, mais là ça n'est qu'une hypothèse, au fait que les enfants à ces âges-là soient capables de reconnaître les aliments qu'ils apprécient le plus et d'orienter leur choix en fonction de ces préférences qui se sont développées sous l'effet des expériences. Donc on peut retenir des transitions majeures dans cette période des 1000 premiers jours où l'enfant doit apprendre à manger, donc apprendre comment manger d'un point de vue mécanique, quels aliments consommer, combien en consommer, à quel moment et dans quel contexte, tous les éléments qui finalement formeront la base du comportement ultérieur qui sera le sien pendant toute sa vie. Nous avons observé en plus à l'issue de cette période ce que j'appelle la durabilité des comportements précoces, donc le terme n'est pas très joli, c'est la notion de tracking en anglais, et en fait le résultat observé c'est le fait que le comportement alimentaire établi dans les premières années, donc à 2-3 ans, prédit significativement le comportement alimentaire observé jusqu'au début de l'âge adulte, donc en suivant un groupe d'enfants. Donc un comportement établi précocement. Alors, ce qui nous amène évidemment à essayer de comprendre les conditions dans lesquelles ce comportement précoce s'établit, et donc comment l'enfant apprend à manger au cours de cette période très très précoce. Et donc, in fine, et si on se place plutôt dans une perspective de santé publique, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment l'enfant peut arriver à développer une préférence ou un répertoire pour des aliments sains, mais ce qui n'est pas si évident que ça, en tout cas dans l'univers de choix qui est présent actuellement. Donc on veut comprendre comment on y parvient et quels sont les mécanismes qui guident ces apprentissages. Alors, on conceptualise également le plaisir de manger en 3 dimensions. Donc ça, c'est un travail qu'on a réalisé avec Lucille Marty et mes collègues Stéphanie Chambaron et Sandrine Monnery-Patrice. Donc en trois dimensions. Donc le plaisir sensoriel, lié vraiment aux propriétés sensorielles des aliments et à la densité énergétique. Le plaisir social, lié au partage des aliments et à la dimension commensale en fait de l'alimentation, le plaisir de partager au sein de ces interactions sociales, et le plaisir cognitif, lié plutôt aux pensées, croyances qui peuvent se développer autour des aliments et qui aussi peuvent moduler le plaisir à les consommer. Donc pour aujourd'hui, je vais me centrer essentiellement sur le plaisir sensoriel, je n'aurai pas le temps de couvrir les autres aspects. Alors pour comprendre ce plaisir sensoriel, il faut comprendre ce que fait l'alimentation pour un nourrisson. Donc elle le fait passer d'un état de souffrance relative, l'état de faim, à un état de plénitude, de satisfaction, donc sous l'effet des nutriments. Et donc le plaisir de manger un aliment, il est donc modulé par sa valeur de récompense, c'est-à-dire la mesure dans laquelle il satisfait notre besoin en énergie. Donc ça c'est une donnée fondamentale et chez l'enfant c'est particulièrement vrai. Par ailleurs, on peut aussi regarder les aliments sous l'angle de l'attrait sensoriel. Donc l'apparence, l'odeur, le goût et la texture sont intimement associés à l'appréciation des aliments et on veut comprendre comment ces aspects-là se construisent chez l'enfant. Alors à la naissance, quel est l'état de ces préférences sensorielles à un moment où l'enfant n'est pas encore capable de manger les aliments de l'adulte ? Donc ce qu'on observe, c'est une appréciation de la saveur sucrée qui est très conservée dans différentes espèces, et aussi dans les travaux de Luc Marlier, un évitement des odeurs alimentaires déplaisantes, type acide butyrique, qui est signalé dès la naissance. Donc finalement, très peu d'éléments sont déjà présents à la naissance. Alors je ne parlerai pas ici des influences prénatales sur ces aspects-là, je n'ai pas le temps de couvrir ça. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'essentiel, nous apprenons le plaisir sensoriel de consommer des aliments au travers de nos expériences alimentaires précoces. Voilà, donc ces premières expériences sensorielles, à la naissance, les nourrissons ont un équipement sensoriel en récepteurs gustatifs et olfactifs qui leur permet de goûter et de sentir les aliments. Et par ailleurs, ce qu'on observe, c'est que le lait maternel peut véhiculer des flaveurs relatives aux aliments consommés par la mère, car les arômes sont partiellement transmis dans son lait, donc que ce soit des arômes de substances désirables ou indésirables. Donc j'insiste sur la notion partielle, on n'a pas un reflet complètement à l'identique de la signature sensorielle d'un aliment dans le lait maternel. Ça dépend des propriétés des molécules aromatiques qui sont concernées, et ça dépend aussi de la physiologie de la lactation chez chaque mère.
Cependant, ce qui a été montré dans différents travaux, c'est que cette expérience d'une variété de flaveurs est susceptible d'augmenter l'appréciation d'un nouvel aliment au début de la diversification. Et donc on voit un premier mécanisme d'apprentissage par cet amorçage olfactif très précoce dans le contexte du lait maternel, et qui probablement aussi s'exerce de la même manière relativement au marquage olfactif du liquide amniotique. À la naissance, donc nous avons essayé d'évaluer l'évolution des préférences gustatives donc pour les différentes saveurs dans la petite enfance, donc à l'appui d'une cohorte qui s'appelle Opaline, que nous avons constituée à Dijon, et donc ça c'était notamment les travaux de ma collègue Camille Schwartz. Donc on a suivi ces préférences gustatives à 3, 6, 12 et 20 mois, pour les mêmes enfants, afin de comprendre dans quelle mesure elles pouvaient aussi interagir avec leur appréciation d'aliments. Donc on observe un certain nombre d'éléments. Par exemple, on retrouve bien l'appréciation plus élevée de la saveur sucrée à 3 mois. On observe un développement de l'appréciation de la saveur salée entre 3 et 6 mois, une saveur qui devient un peu plus appréciée, mais pas significativement différemment que la saveur sucrée à 12 mois. Et puis pour les autres saveurs, soit de l'indifférence, soit plutôt un rejet qui se développe au cours du développement en lien avec la méthodologie utilisée ici. Ce qu'on observe également, c'est que ces préférences, la variation de ces préférences individuelles prédit l'appréciation de certains groupes d'aliments. Par exemple, les enfants qui apprécient plus nos solutions sucrées apprécient plus aussi certains aliments sucrés. On observe la même chose pour l'appréciation du goût umami, donc la saveur associée aux acides aminés, et la même chose aussi pour certains aliments acides. Donc effectivement, cette sensibilité au goût des aliments prédit en partie l'appréciation des goûts dans les aliments complets, et donc semble être bien un élément de guidage du comportement de l'enfant dès ses premiers âges. Je vais passer ça. En ce qui concerne les préférences olfactives, donc toujours dans la cohorte Opaline, nous les avons évaluées en regardant les comportements de manipulation d'objets odorisés avec des odeurs alimentaires, donc à différents âges. Et ça, c'était le travail de thèse de Sandra Wagner, encadré par Sylvie Sanchou et Sandrine Monnery-Patrice. Donc on observe le développement d'une différenciation de la valeur hédonique des odeurs à partir de 12 mois. Donc à 8 mois, il n'y a pas vraiment de différenciation dans les préférences de l'enfant, avec surtout beaucoup de comportements d'évitement, des odeurs qu'on peut qualifier de déplaisantes pour les adultes, par exemple odeur de poisson, mais très peu de comportements d'attraction envers les odeurs plaisantes. En fait. Donc les odeurs ne portent pas en elles-mêmes d'éléments d'appréciation, mais plutôt un élément de rejet. Et ce qui a été montré également, c'est qu'à 12 mois, les enfants qui rejettent certaines odeurs rejettent également les aliments qui sont associés, donc par exemple poisson ou certains fromages. Donc là encore, l'odeur agit comme un marqueur sensoriel susceptible de guider le comportement de l'enfant vers certains aliments. On s'est ensuite posé la question de comprendre le lien entre cette réaction sensorielle aux saveurs ou aux odeurs et la néophobie alimentaire chez les enfants, qu'on observe, qu'on a pu relever à 2 ans. Et en fait, on a remarqué que finalement, c'était des réactions plus contrastées envers les odeurs alimentaires qui étaient associées à une néophobie plus élevée, mais pas de lien avec l'appréciation contrastée pour des saveurs. Ce qui confirme finalement le rôle d'alarme de l'olfaction dans le guidage des comportements alimentaires, en tout cas à distance. Et le comportement néophobique qui était caractérisé ici était bien un comportement de choix à distance des enfants et non pas une fois qu'ils avaient pu goûter l'aliment. Donc d'où ce rôle signal à distance. Nous sommes aussi intéressés au développement des compétences orales que l'enfant développe pour dégrader et consommer des aliments de différentes textures. Donc travail conduit avec ma collègue Carole Tournier et notre doctorante Lauriane de Monteil. Là, on observe vraiment un développement très important chez l'enfant entre donc la naissance et des âges plus tardifs, avec un certain nombre d'éléments de la physiologie orale qui se modifient fortement au cours du développement et qui vont lui permettre progressivement de passer d'une succion-déglutition à des mouvements de pré-mastication puis mastication réelle qui maturent en fait bien plus tardivement que cette échelle de temps ne le laisse supposer. Et donc qui vont lui permettre in fine de pouvoir appréhender des aliments durs et croquants comme une pomme.
Donc, nous avons aussi évalué chez des enfants contemporains donc l'appréciation de différentes textures entre 6 et 12 mois. Donc, le travail de test cifre de Lauriane de Monteil financé par Blédina. Donc, on s'aperçoit que pour des textures assez faciles à accepter, des purées, des aliments avec des morceaux très cuits, ils sont très facilement acceptés par les enfants dès le début de notre étude. Par contre, pour certaines textures qui présentent plus de difficultés pour l'enfant à être manipulées, donc par exemple des textures collantes, des petites pâtes, des morceaux durs ou des aliments, des morceaux crus pardon, ou des aliments plus durs, là on voit un réel développement des compétences de l'enfant pour dégrader et accepter ces textures, l'acceptation étant ici définie par la capacité de l'enfant à les consommer. Donc vraiment un développement fort de ces capacités. Et en complément de ce travail, je vous invite à aller voir le poster 175 qui montre de manière assez complémentaire les déterminants qui guident le fait de donner des aliments de différentes textures chez des parents contemporains. Donc en particulier, la présence de dents est importante pour les parents pour juger de la capacité de l'enfant à consommer ou non des aliments. Alors, pour continuer dans l'exploration des mécanismes, ce qui est important de comprendre, c'est que le mécanisme le plus robuste finalement pour l'appréciation d'un nouvel aliment, c'est le fait d'être exposé de manière répétée à cet aliment. Donc ça, c'est un travail conduit par Andrea Mayer sous la direction de Sylvie Sanchou, qui montre bien finalement que plus l'enfant est exposé à un aliment qu'il n'aime pas au début, plus il va apprendre à l'aimer, finalement l'aimer autant qu'un autre aliment. Donc un mécanisme extrêmement simple d'apprentissage. En pratique, souvent les parents s'arrêtent un peu avant le nombre d'expositions nécessaires pour obtenir une appréciation réelle de l'aliment, donc ce qui peut être discuté également. En complément de ce travail, Andrea Mayer avait aussi regardé l'effet d'une exposition à une variété de légumes à la diversification alimentaire. Elle avait montré qu'un enfant exposé à un régime de ce type avec des aliments différents chaque jour de l'étude appréciait plus facilement, enfin avait une consommation plus importante des aliments cibles à la fin de l'étude, donc un effet à court terme positif de la variété sur l'acceptation des aliments, et également un effet à plus long terme, puisqu'en suivant les mêmes enfants jusqu'à 6 ans, il a été montré que la différence de variété précoce a un effet jusqu'à l'âge de 6 ans, donc les légumes nouveaux ou connus étaient plus appréciés par les enfants qui avaient reçu ce type d'aliments lors des 10 premiers jours de diversification, donc une exposition relativement courte. Pour compléter l'approche et la connaissance de l'effet des apprentissages par le biais des expositions répétées, on s'est intéressé à comprendre comment le goût ou la densité énergétique pouvaient moduler les apprentissages. Donc un travail réalisé dans la thèse d'Héloïse Rémy à l'appui d'un financement européen. Et ce qu'on a observé, sans rentrer dans les détails, c'est donc, comme précédemment, un fort effet des expositions répétées sur les quantités consommées. Ici, c'était une purée d'artichaut. Quand on associe cette purée au goût sucré, on n'observe pas d'effet d'apprentissage additionnel. Et quand on associe cette purée à une forte densité énergétique, en ajoutant des lipides qui conduisaient à un triplement de la densité énergétique, et donc ça c'est les barres en noir sur ce graphique, on observe finalement une augmentation, mais beaucoup plus lente des quantités consommées. Et donc en fait, on interprète ça plutôt par le développement d'un rassasiement conditionné à la densité énergétique. Donc l'enfant avait appris que cette purée d'artichaut lui amenait beaucoup d'énergie et donc en consommait moins. Donc un aspect de régulation des quantités consommées. Donc ça nous a amené, donc là on a compris comment se construisait le goût pour un aliment donné, et on a essayé, et donc ce qu'on peut dire, c'est que nos sens rendent possible l'identification et la mémorisation des aliments en détectant leurs propriétés sensorielles et en les associant de manière complètement inconsciente à la densité énergétique. Et on s'est aussi intéressé à l'aspect prise alimentaire, donc pour comprendre comment les quantités consommées pouvaient être modulées en termes d'apprentissage. Donc là, je vais très vite, je ne présente pas tous les détails, simplement je vais aller directement aux conclusions, qui sont issues de 2 travaux, donc un qui est réalisé sur des enfants d'âge maternel et un sur des enfants autour de la première année, donc entre 12 et 15 mois, donc un article qui est en cours de publication est lié au travail de thèse de Pauline Brugalière. Donc ce qu'on observe, c'est que bien que l'enfant puisse associer
la valeur énergétique d'un aliment a ses propriétés sensorielles. À court terme, la compensation calorique, qui suit la consommation d'une charge calorique, semble médiocre. À peu près 50% des calories consommées suite à une précharge sont compensées au repas suivant. Et ceci, nous l'observons donc dès la fin de la première année. Et je vous incite aussi à aller voir le poster de Camille Schwartz, c'est le 176, qui est encore allé explorer cette question un peu plus tôt, au moment de l'alimentation lactée. Je ne dévoile pas le résultat, vous irez voir sur le poster. Donc finalement, ce mécanisme de régulation de la prise en lien avec la densité énergétique, il est probablement très efficace dans un environnement où la densité énergétique des aliments est très stable pour un aliment donné, et probablement beaucoup plus trompeur dans un environnement où la densité énergétique est variable, donc notamment pour des produits transformés. Par exemple, rien que le yaourt, on peut avoir un facteur 4 dans la densité énergétique entre un yaourt à 0% et un yaourt à la grecque, par exemple. Donc à réfléchir aussi, c'est-à-dire dans quelle mesure la variété de l'offre en termes de densité énergétique peut conduire à des, entre guillemets, mauvais ajustements de la prise alimentaire chez les enfants. Donc ça, c'est une question qui mérite vraiment d'être explorée. Enfin, un dernier point, une autre contribution potentielle des apprentissages précoces. Donc on a parlé variété d'aliments, et Gwenaëlle nous a montré aussi comment la diversité alimentaire pouvait être différente entre les hommes et les femmes, enfin peut-être pour certains groupes, au néolithique. Donc, variété d'aliments, c'est également variété de propriétés sensorielles, propriétés nutritionnelles, composés bioactifs évidemment, et aussi de colonies microbiennes. Et dans le cadre d'une étude de cohorte menée sur la cohorte PATUR, donc il y a une cohorte européenne qui vise à comprendre le développement de l'allergie, nous sommes intéressés spécifiquement à l'effet de la consommation de fromage sur le développement d'allergie. Donc consommation entre 12 et 18 mois sur le développement des maladies allergiques à 6 ans. Et en fait, nous avons observé un effet protecteur de la consommation de fromage, et notamment de la diversité de types de fromage consommés sur la dermatite atopique et les allergies alimentaires. Donc finalement, la variété de ces apprentissages précoces, elle permettrait peut-être aussi le développement d'une tolérance immunitaire, finalement, qui est adaptative pour l'enfant. Donc aussi un support biologique pour l'intérêt de cette variété alimentaire. Donc en conclusion, je voulais dire simplement, donc, comme j'espère vous l'avoir montré, le comportement alimentaire est appris dans les premières années de vie, sous l'effet des expériences alimentaires offertes grâce à l'accompagnement, si possible, bienveillant des parents. Alors, je n'ai pas du tout développé l'aspect des interactions entre les pratiques parentales d'alimentation et la modulation du comportement de l'enfant, mais évidemment, c'est un aspect qui est aussi très important. Donc, le fait de donner des aliments, mais aussi la manière dont les aliments vont être donnés à l'enfant est très importante. Et donc le comportement alimentaire permet de s'adapter à l'environnement alimentaire et il peut donc évoluer à tout âge. Donc même s'il est développé précocement, il est fait aussi pour pouvoir évoluer en fonction de l'évolution de l'offre alimentaire. On peut considérer que nos perceptions sensorielles nous permettent de reconnaître les propriétés sensorielles des aliments, nous alerter éventuellement si nécessaire, et donc d'orienter les choix, et pourrait aussi nous aider à signaler la densité énergétique, voire même la composition nutritionnelle des aliments. Idéalement, les propriétés sensorielles des aliments devraient permettre de guider les quantités consommées. Mais on observe donc à l'appui des différents travaux que je vous ai montrés que finalement, assez rapidement, les prises alimentaires sont vite estimées par le biais des volumes consommés. Et donc on observe un ajustement volumétrique des prises, et ce qui finalement peut être plus compliqué à gérer dans un univers où les densités énergétiques sont variables. Donc voilà, peut-être un dernier point qui n'est peut-être pas une conclusion, mais peut-être plutôt une réflexion prospective. Malgré l'existence de nombreux mécanismes d'apprentissage, tant physiologiques, psychologiques que sociaux, qui permettent d'adapter l'enfant et son comportement à son environnement alimentaire, on observe que les comportements, notamment les comportements actuels, peuvent être maladaptatifs à long terme dans l'environnement qui est celui des enfants d'aujourd'hui.
Voilà. Pour terminer, je voudrais vous remercier pour votre attention, remercier les nombreux collaborateurs de ce travail. Alors, c'est vrai que j'ai eu l'honneur d'être récompensée par ce prix Danone International pour l'alimentation. Mais comme vous l'avez compris, tous ces travaux qui sont longs et difficiles, c'est aussi un travail d'équipe. Donc, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe qui a contribué à ces résultats. Voilà. Merci beaucoup.